wasn't, then why would I say I am? Salut, c'est Djanguina d'Interlude Hip Hop Classique, j'espère que tout le monde va bien. Encore merci pour le soutien indéfectible de nombreux parmi vous sur nos dernières vidéos. Aujourd'hui on revient pour un épisode très spécial des dessous d'un hit, puisqu'on va s'intéresser au célèbre single The Who I Am d'Eminem. Je dis spécial pour plusieurs raisons, parce que déjà premièrement, mon approche en termes d'analyse de ce titre sera différente des précédents épisodes. Et ensuite parce que comme d'habitude j'irai au fond des choses d'un sujet finalement assez dense, et donc c'est pas un épisode, mais une série entière en 2 parties que j'y consacrerai. Ce docu que vous allez voir est à mon sens unique pour au moins une raison. Eminem c'est un personnage très clivant du hip-hop et de manière très schématique vous allez avoir 2 camps. Le camp des fanatiques d'Eminem qui vont considérer que tout ce qui touche ou presque est extraordinaire, et j'exagère à peine quand je dis ça, et en face le camp de ceux qui vont considérer qu'on a fait d'Eminem une légende qui n'était pas forcément. Et je vous le dis ouvertement de manière à ce qu'il n'y ait absolument aucune ambiguïté, et aussi que vous compreniez quelle est ma ligne éditoriale. Je ne suis pas un fan d'Eminem. Je vous ai parlé des 2 camps à l'instant. Si vous deviez me placer dans l'un des 2, ce serait ouvertement dans le deuxième. Néanmoins, Eminem, ça reste un artiste que je respecte et surtout que je connais assez bien, comme vous le verrez d'ailleurs très vite dans cette série. Mais donc de ce point de vue-là, ce documentaire que vous verrez sera certainement le premier aussi construit et bâti par quelqu'un qui n'est assumément pas en extase devant la musique d'Eminem. Mais je suis pas là pour dire The Who I Am, c'est un bon son ou c'est pas un bon son. Chacun jugera en fonction de ses goûts personnels. En revanche, je suis là pour une fois dépassionner les choses lorsqu'on parle d'Eminem. Comme d'habitude, mon travail en termes d'analyse s'est appuyé sur plusieurs livres, et plus particulièrement le livre Whatever You Say I Am d'un auteur qui s'appelle Anthony Bozza, que comme vous pouvez voir j'ai particulièrement saigné. Alors je sais que le matin dans le train certains se demandent si ce mec bug ou s'il fait du collage, mais en fait non, je prépare simplement une émission. Et deuxièmement, je me suis également appuyé sur le livre d'Eminem, son fameux livre Angry Blonde, où il décortique lui-même plusieurs de ses morceaux. Alors cette série plaira à tous ceux qui apprécient Eminem, j'en suis sûr, mais elle s'adresse surtout à tous ceux qui ont toujours été perplexes quant au statut légende qu'on tend à conférer à Eminem. Et je vais certainement surprendre beaucoup parmi tous ceux qui me connaissent, mais sans être devenu son fan numéro 1, mon avis a grandement évolué sur le personnage d'Eminem. Et si toi aussi tu veux savoir pourquoi, laisse-moi te présenter ce que tu as peut-être toujours ignoré sur The Who I Am d'Eminem. Alors pour comprendre The Who I Am d'Eminem, il faut déjà connaître le contexte qui l'entoure. Un an plus tôt sortait déjà dans les bacs le Slim Shady LP le 23 février 1999. Cet album est une pièce maîtresse dans la discographie d'Eminem puisque c'est celui qui le propulse sur le devant de la scène. Celui que les médias présentent alors comme le nouveau protégé de Dre croule sous les récompenses. Le succès d'album est phénoménal grâce notamment au single My Name Is. My name is who? My name is Slim Shady. Hi kids, do you like violence? Wanna see me stick 9-inch nails to each one of my... Alors je passe vite sur ce passage qui mériterait une série entière pour être réellement expliqué. Beaucoup de gros noms du rap le racontent, mais paradoxalement les moments qui suivent la sortie d'un album à succès sont les plus difficiles à gérer, notamment en termes de pression, parce qu'inévitablement on se pose la question du et après, surtout quand le temps est venu de faire sortir l'album suivant. Parce que si le carton du premier a pu être une surprise, cette fois-ci les gens vous attendent au tournant. C'est le cap crucial du deuxième album où pas mal d'artistes prennent les pieds dans le tapis. Nas avait une ligne comme ça sur Classic. Oh, you went platinum, yeah, that's nice. Now let me see you do the same thing twice. Oh, you went platinum, yeah, that's nice. Now let me see you do the same thing twice. 3 times, 4 times, then a couple of more times, please. Et pour Eminem, cette pression était double, parce qu'en plus de celle du public, il avait aussi et surtout celle de son label Interscope. Avec le temps, on oublie parfois les sommets que tutoient certaines performances, mais moins d'1 an après la sortie du Slim Shady LP, l'album s'était déjà écoulé à plus de 4 millions d'exemplaires, en moins d'1 an. Le disque lui vaudra plusieurs récompenses, dont 2 Grammys, celui de la meilleure performance rap pour My Name Is et du meilleur album de l'année, et les Source Awards 2000 seront également l'occasion d'une autre moisson pour lui. Uh-oh. Okay. And the winner is... Wait, it didn't come up yet. I said, and the winner is... Guilty Conscience.
by Dr. Dre. Why does this always happen? Every time we think we are not, I didn't even know we was nominated for this. Yeah. Every time we are expecting to not get an award, we get one. So, once again, where's Dre at? I don't know, them back in the trailer. So once again, I don't have a speech prepared or anything, but thank you for digging the video. Thank you once again to all my fans. Thank you to Source Magazine. Thank you, Philip Atwell, for directing the video. Thank you. Peace. Alors sur la base de cet Eminem mania qui venait de prendre d'assaut le monde entier, Interscope tenait à capitaliser à fond sur le phénomène en se disant ce mec a un public potentiel beaucoup plus large que tous les autres. Et pour continuer à alimenter cette ferveur pour l'album qui devait suivre le Slim Shady LP, les dirigeants du label sont montrés particulièrement exigeants. Cet album en préparation à ce moment, vous le connaissez très bien puisque ce sera le fameux Marshall Mathers LP. Et naturellement, comme tout premier single, Interscope tenait à avoir un très gros hit. Le problème, c'est que lorsque l'enregistrement de l'album sera semble-t-il finalisé pour Eminem et Dre et qu'ils le feront écouter aux dirigeants du label, va se produire un épisode crucial dans la naissance de The Who I Am. Voilà comment Eminem raconte. The Who I Am est l'un des quelques titres que j'ai fait complètement seul. J'avais le beat en tête avant même d'aller en studio pour le composer. Le texte et la boucle du piano, j'avais déjà pensé à tout. Jeff des Bass Brothers, l'un de mes beatmakers, est venu pour mettre en musique la boucle et j'ai écrit tout mon texte avec uniquement ça dans les écouteurs, en route vers Los Angeles. C'est pour ça que mon flow donne ce qu'il est sur la chanson, parce que tout ce que j'avais dans les oreilles en écrivant, c'était la boucle du piano. Je voulais faire quelque chose de différent sur ce son, à commencer par le texte. Dès la troisième ligne, je voulais pas que la cadence de mon flow cesse d'être en accord avec celle du piano. Même en marquant des temps d'arrêt dans mes couplets, je tenais à ce que l'écho des mots résonne toujours avec. Ce qui est drôle, c'est que j'avais déjà soumis une version finale de mon album lorsque j'ai écrit cette chanson. Le problème, c'est que mon label considérait ne pas y trouver ce qui ferait un bon premier single. Moi, je penchais plutôt pour un Beck ou un Never Knew, mais eux estimaient qu'aucun des deux ne faisait l'affaire. Vous comprenez donc que l'ambiance sombre de The Who I Am, à la fois dans le flow d'Eminem et aussi dans l'instru, fait directement écho à la tension qui régnait dans le véritable contexte d'écriture de cette chanson. Eminem le disait clairement sur le titre d'ailleurs. All this tension, dispensing these sentences, getting the stress that's been eating me recently. All this tension, dispensing these sentences, getting the stress that's been eating me recently. Off of this chest and En fait, comme premier single, Interscope tenait à avoir un nouveau carton commercial dans le genre de My Name Is pour porter le Marshall Mathers LP. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'après une réunion avec le staff du label, Eminem se pliera à leur demande avec une forme de provocation. Parce que parmi les nouveaux titres qu'il enregistrera, celui qu'il présentera sera justement The Who I Am, un son encore plus sombre que tous les autres, et surtout en réponse à la pression exercée sur lui par Jimmy Iovine et ses collaborateurs d'Interscope. La situation m'a frustré, alors je leur ai lancé « Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin, nouveau My Name Is ?» Et ils m'ont répondu « Non, pas tout à fait, ça doit pas forcément être ça. » Ils tournaient autour du pot, mais en fait c'est exactement ce qu'ils voulaient. J'ai écrit la chanson chez les parents de Kim juste avant de retourner à Los Angeles pour enregistrer le single qu'ils voulaient que je fasse. Je suis resté à l'hôtel pendant 1 mois pour tenter de le faire naître. The Who I Am, c'est le titre que j'ai écrit juste avant The Real Slim Shady. Mais évidemment qu'Interscope posera également son veto sur The Who I Am. Finalement, le tout dernier titre enregistré pour l'album sera celui enfin validé par Interscope pour être le fameux premier single du Marshall Mathers LP, et ce son vous le connaissez très bien puisque ce sera The Real Slim Shady. Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Alors vous aurez noté que cette chanson dans sa construction, dans sa production ressemble énormément à My Name Is du Slim Shady LP. Et cette similitude n'est absolument pas le fruit du hasard puisque dans les différents entretiens qu'Eminem avait eu avec sa direction, la mesure de référence d'Interscope en termes d'objectifs à atteindre pour le Marshall Mathers LP était ouvertement le succès de My Name Is. C'était entre les lignes en lui disant en clair « refais la même chose ». Mais personne ne peut refaire un tube du niveau de My Name Is sur commande parce qu'il y a tellement d'autres facteurs que la musique en elle-même qui entrent en compte. I can't give you another My Name Is. I can't just
sit in there and make that magic happen. He was really tired, and we was talking. He was like, "Man, how do I beat How My Name Is?" I was like, "Just do some more sarcastic. Do what you do." I felt like under pressure, I felt like, what am I gonna do? Au-delà de ça, le carton de My Name Is avait pris tout le monde par surprise. Eminem le premier. C'est d'ailleurs pour ça que sur The YM, Eminem lâche une ligne pour prévenir à la fois son public et aussi son label Interscope que non, contrairement à ce qu'on lui demande, il ne pourra jamais faire mieux que My Name Is. Let's stop with the fables, I'm not gonna be able to top on my name is. Well, let's stop with the fables, I'm not gonna be able to top on my name is. Donc la pression était énorme sur les épaules d'Eminem avant la sortie du Marshall Mathers LP. Et The YM était ce titre qui venait pour évacuer cette pression du moment. Eminem expliquait son état d'esprit lors d'une interview. Je pétais un câble en me demandant pourquoi tout le monde me stresse. Ma mère avait intenté un procès contre moi. Après des années d'absence, mon père ressortait de nulle part en essayant de faire amende honorable du passé. Et cerise sur le gâteau, on me cassait les couilles pour ma référence à la tuerie de Columbine sur mon morceau I'm Back. Et donc mon label me demandait de la retirer. Mais je comprenais pas où était le problème dans cette histoire. Ce genre d'événement arrive tous les jours. En quoi ce serait pire qu'un gosse de 4 ans qui se noie? Pourquoi est-ce que ça ne devrait pas être considéré comme une immense tragédie aussi? Dehors, des gens meurent chaque jour. Certains se font tirer dessus, poignarder, violer, agresser, tuer. Qu'est-ce qui rend Columbine plus tragique que les autres drames qui se déroulent tous les jours dans ce pays? En tout cas, les dirigeants de mon label voulaient un single, alors je leur ai donné The YM, qui était l'opposé total de ce qu'ils voulaient. C'était une rébellion contre ma maison de disques pour leur faire savoir qu'ils pouvaient pas me forcer à faire quelque chose que je voulais pas. Alors même si c'est un élément qui arrive un petit peu à contre-courant dans mon histoire, je pouvais pas faire cet épisode sans l'évoquer à un moment donné. Sachez que The YM est le tout premier son à être une production complète d'Eminem seul. Toutes les prods auxquelles il avait contribué jusqu'au Slim Shady LP, c'était avec Dre ou les Bass Brothers, mais The YM, c'est Eminem tout seul. Et je trouve ce point-là très intéressant parce que c'est à mon sens le tout premier son à incorporer ce qui fera l'ADN d'Eminem en termes de beatmaking. Parce que si vous connaissez un petit peu Eminem, cette touche en termes de mélodie, d'ambiance, de beat, vous la retrouvez ensuite sur toutes les prods qu'Eminem fera pour d'autres rappeurs dans la décennie 2000, de Exhibit à Jay-Z en passant par D12, 50 ou Jadakiss par exemple. Et ce son que vous entendez, eh bien il est né sur The YM. Glad we got to see each other, talk and we meet each other, save a place in heaven till the next time we meet for different days, same shit, old Mac, new clip, 32 hollow tips, gloves, no rubber grip. Trust in God, cause you's about to catch a bullet scar. I give a fuck where you from, who you be with. How can you doubt me? You don't know shit about me, there'd be no West Coast without me. La première fois que je me suis vu accorder tout le crédit d'une production musicale par Dre, c'était pour The YM, j'étais tellement content. The YM, c'était un morceau de rébellion contre Interscope qui me demandait d'écrire une nouvelle chanson pop. À la base, je pensais qu'I Never Knew serait mon premier single du Marshall Mathers LP. Dre et moi estimions que l'album était dans la boîte, mais le label m'a fait revenir pour enregistrer de nouveaux titres. Dans l'avion, j'avais cette boucle de piano dans la tête sur laquelle je voulais poser, c'est pour ça que je rappe avec ce style sur la chanson. J'ai essayé avec un beat plus standard, mais le texte ne collait pas, ça avait pas de sens. Puis Dre m'a expliqué que pas mal de choses que je faisais étaient déjà de la production musicale en fait. J'allais souvent chez mes beatmakers, les Bass Brothers, leur fredonner un air pour qu'ils le composent. Et Dre m'a appris que fredonner une ligne de basse c'était déjà produire de la musique. Travailler avec Dre m'a vraiment appris à comprendre le rôle de toutes ces machines dans un studio et la puissance qu'on peut avoir entre ses mains quand on touche à ces appareils. Dès qu'on sait ce qu'on veut, ces outils ne sont qu'une extension de la pensée. Au studio avec Dre, j'étais comme une éponge à vouloir m'imprégner de tout ce qu'il savait. Je voulais tirer le maximum de lui et je lui disais des trucs du genre « Dre, je pourrais prendre cette vieille batterie qui te sert plus ?» Alors la rébellion dont parle Eminem dans ce passage a des origines multiples. Je vous l'ai dit, les premiers visés par The YM étaient les dirigeants d'Interscope. Et ce que leur reprochait Eminem ne se limitait pas qu'à leur volonté de lui faire refaire un nouveau My Name Is, ça allait bien au-delà de ça. Puisque The YM vit surtout la censure qui a tenté de lui imposer Interscope en cédant la pression médiatique de certains lobbies de la société civile. Et ça nous ramène sur un point qui est peut-être le plus intéressant de cette chanson. Puisque généralement lorsqu'on parle d'Eminem, on lui appose l'étiquette de controverse en guise de mot valise, sans véritablement savoir de quoi on parle. Et plutôt que de vous dire d'Eminem qu'il avait des paroles de chansons homophobes ou misogynes, je vais aller au-delà de ces lieux communs en poussant un petit peu la réflexion. Le deuxième couplet d'Eminem sur The YM est peut-être le plus pertinent de tous. Et voilà comment il commence. It's not
conscience is constant. And oh, it's just lyrical content. The song Guilty Conscience has gotten such rotten responses. The song Guilty Conscience has gotten such rotten responses. Alors pour comprendre ce passage, il faut une nouvelle fois faire un bond en arrière pour se référer au précédent album d'Eminem, le Slim Shady LP. Dessus vous retrouvez l'un des singles qui était un son avec Drake qui s'intitule Guilty Conscience et que vous connaissez très bien je pense. I'm your mother conscience. That's nonsense. Go in, gap for the money and run to one of your aunt's cribs and borrow a damn dress. Alors cette chanson va faire couler beaucoup d'encre et pour le comprendre je dois simplement vous en expliquer le concept. Sur Guilty Conscience, Eminem et Dre abordent sur chacun des 3 couplets 3 situations complètement différentes. Et le point commun entre elles c'est qu'à chaque fois, Eminem et Dre rappent au sujet d'un mec qui a 2 doigts de commettre une dinguerie. Sur le premier couplet c'est un mec qui est fauché, qui s'apprête à entrer chez un épicier pour le braquer. Sur le deuxième couplet c'est un mec qui se retrouve en soirée avec une fille mineure totalement ivre qu'il trouve mignonne et dont il a envie d'abuser. Girl's only 15 years old. How could you take advantage of her? She's passed out. Yo, this girl's only 15 years old. How could you take advantage of her? She's passed out. It's easy, just cut these lights out. Et sur le troisième couplet, c'est un mec qui rentre chez lui, qui trouve sa femme en train de coucher avec un autre et qui est donc sur le point de la tuer. Man, you just caught your wife cheating. Man, you just caught your wife cheating. While you at work, she's with some dude trying to get off. Forget getting divorced. Cut this chicken's head. Et donc le concept de cette chanson, si vous voulez, c'est un jeu de ping-pong entre Eminem et Dre, où Dre représente le petit ange qui rappe un discours de raison pour dire en clair ne le fais pas pour tel ou tel motif, et Eminem représente le petit démon qui lui rappe un discours d'instinct pour justifier les pulsions immorales qu'on peut tous avoir tous les jours sans forcément passer à l'action. Le problème c'est que comme je vous l'ai dit, sur les deuxième et troisième couplets, Eminem incite son personnage à violer et à tuer une meuf. Et ça c'était des situations qui étaient très souvent mises en scène dans sa musique à l'époque. Up off coke and smack. All I wanted to do was rape the bitch and snatch her purse. Now I wanna kill her, but so I gotta catch her first. All I wanted to do was rape the bitch and snatch her purse. Now I wanna kill her, but so I gotta catch her first. Et plusieurs organisations féministes et par ricochet plusieurs médias vont prendre le texte d'Eminem comme une réelle justification du viol et du féminicide de sa part. Et parmi ces assos, celle qui s'affichait en première ligne était l'Organisation nationale pour les femmes. Et voilà quel était son propos. Sur le Slim Shady LP, Eminem parle surtout de droguer, violer, tuer des femmes. La violence verbale de cet album s'inscrit dans le contexte endémique des violences à caractère sexiste dans ce pays, objecta l'une des membres de l'Organisation nationale pour les femmes. Dans la même déclaration, cette dernière faisait également référence à un reportage de CNN diffusé en date du 11 mars 2000 qui traitait de cas de viol sur des filles mineures droguées à leur insu par leur agresseur. Une pratique semble-t-il glorifiée sur le titre Guilty Conscience du Slim Shady LP. Ces textes sont dégradants et humiliants pour les femmes et encouragent la violence à leur encontre, poursuivait cette même activiste. C'est peut-être vrai que ces textes n'amènent pas directement les gens à perpétrer ce même type d'agression, mais ils banalisent la violence autour de nous, tout particulièrement chez les jeunes garçons. Ils ne reproduiront pas tous des actes de cette nature, mais ça peut participer à les rendre bien plus insensibles quand ils en sont témoins. This is capitalism at its worst. We don't even care if it makes a lot of money. It's just wrong. There's nothing cool about this guy's lyrics. Nothing. There's only harm comes out of these lyrics. We're here to say, for all the social justice organizations that try to make the world a safe place, that this is not art, this is hate speech. Donc Guilty Conscience en particulier, bien que d'autres sons apparaissaient déjà comme tendancieux, mais cette chanson plus spécifiquement parce que c'est un single du Slim Shady LP, va donner lieu à un vrai lever de bouclier de la part de lobby féministes. Et énormément de médias prendront également à bras le corps cette cause, en en faisant presque leur cheval de bataille au quotidien, d'où d'ailleurs la ligne d'Eminem sur The Who I Am, In the paper, the news, every day I am. C'est à ça qu'Eminem fait référence justement. Whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am. Alors il est quand même intéressant de préciser que pour ce refrain, Eminem reprend la ligne de Rakim sur As the Rhythm Goes On du classique Paid in Full d'Eric B et Rakim. Ligne très célèbre qui sera reprise par plusieurs autres rappeurs dans le texte ou au moins dans la phase comme par exemple Nas sur Got Yourself a Gun. Play the back, I'm the R, the A to the K I am. If I wasn't, then why would I say I am? Back, I'm the R, the A to the K I am.
If I wasn't, then why would I say I am? Yo, I'm the N, the A to the S-I-R. And if I wasn't, I must have been Escobar. Yo, I'm the N, the A to the S-I-R. And if I wasn't, I must have been Escobar. You know the kid. Et le meilleur exemple pour moi sera l'édito du rédacteur en chef du magazine Billboard, Timothy White, qui prendra plutôt l'allure d'un pamphlet pour dénoncer les paroles prétendument misogynes d'Eminem sur le Slim Shady LP. Et voilà ce qu'il disait. Les critiques continuent à pleuvoir. Le premier des détracteurs les plus sérieux d'Eminem était le défunt rédacteur en chef du magazine Billboard, Timothy White. Timothy White avait consacré une tribune longue d'1 page contre lui la semaine où le Slim Shady LP est sorti, se faisant par la même occasion le porte-parole de Respond, une organisation de défense aux femmes battues. Sa prise de parole s'inscrivait plus généralement dans le cadre de ce qu'il dénonçait comme la misogynie d'Eminem dans sa musique. Selon lui, ses chansons prolongeaient le cycle de violences faites aux femmes, tout en se faisant de l'argent sur le dos de la misère du monde. Cette dernière citation de Timothy White sera très précisément reprise en musique par Eminem sur le Marshall Mathers LP, comme vous le verrez peu après dans cette vidéo. Et la réponse d'Eminem passe totalement inaperçue quand on connaît pas le contexte, mais la moitié de son couplet sur Bitch Please 2 avec Exhibit, Snoop, Dre et Nate Dogg sur le Marshall Mathers LP, c'est une réponse justement à l'édito de Timothy White. Give me the mic, let me recite to Timothy White. Pickets outside the Interscope offices every night. Give me the mic, let me recite to Timothy White. Pickets outside the Interscope offices every night. What if he's right? I'm just a criminal, making a living off of the world's misery. Eminem expliquait plus en détail sa position au sujet des propos de Timothy White lors d'une interview et voilà ce qu'il disait. Ce mec est un abruti, disait Eminem de Timothy White la semaine où le numéro en question de Billboard est sorti. Ça m'écœure tellement je comprends tout ce que je dis au pied de la lettre. C'est pas compliqué de faire la différence entre les fois où je déconne et quand je suis sérieux. Il a même pas compris que Guilty Conscience était une chanson à concept. On parle de la vraie nature des gens et comment le mal parvient toujours à l'emporter face au bon, que ce soit ici ou partout ailleurs dans le monde, et plus particulièrement en Amérique. Dans le titre, il est question du diable et de l'ange qui sommeillent en chacun d'entre nous. Et ce qu'on montre, c'est que 9 fois sur 10, c'est le démon qui l'emporte. Alors la ligne d'Eminem sur The YM à propos des réactions disproportionnées face à Guilty Conscience est pleine d'ironie, parce qu'il y a eu un emballement médiatique pour une simple chanson finalement, et tout ça bien que dès le départ, l'intro du Slim Shady LP comportait déjà un avertissement sur quelle devait être la grille de lecture face au texte de cet album. The views and events expressed here are totally fucked, and are not necessarily the views of anyone. Slim Shady is not responsible for your actions. Upon purchasing this album, you have agreed not to try this at home. Anything else? Yeah. Don't do drugs. Des représentations de scènes de violence à la télé ou au cinéma, on en voit presque tous les jours, mais bizarrement, à chaque fois qu'on fait la transition hip-hop, ça devient toujours un problème. Ce paradoxe que dénonçait Eminem n'est pas sans rappeler un son culte, d'un des plus grands classiques du rap français, Dangereux sur l'école du micro d'argent d'Ayam. Alors je précise juste un petit élément qui est peut-être resté longtemps obscur pour beaucoup, mais Jack Balance, à qui il est fait allusion ici, c'est un célèbre acteur américain de films gangsters et de western. C'était le Joe Pesci des années 60-70, c'est-à-dire un tueur dans presque tous ses rôles. Ce que le cinéma se permet d'adhérer, les livres et les magazines pour nous c'est prohibé. Ce que le cinéma se permet d'adhérer, les livres et les magazines pour nous c'est prohibé. Et c'est pour se moquer de tous ces gens qui choisissent toujours très consciencieusement là où ils placent leur susceptibilité, que la tonalité de voix d'Eminem devient presque narquoise sur ce passage de The YM. Des années plus tard, Game évoquera la même chose sur un son qui ressemble énormément à The YM, et pour cause, c'est un son en featuring avec Eminem sur une prod d'Eminem, et ce son c'est We Ain't sur le documentary de Game. Le premier couplet de Game dessus est l'un de mes couplets préférés de cet album, bien que c'est un couplet qui n'a objectivement rien d'extraordinaire, mais je sais pas, il y a un truc qui me fait systématiquement bugger dessus. I follow that chase shit, think of what I wanna say, step in the booth in one take, yeah, how could I not sell 1 million when I'm rapping on Dre hits? Et sur ce son, Game a une ligne sur la censure que tentent d'exercer les médias sur les paroles de rappeurs au nom d'un féminisme à 2 balles. The media is bullshit, now we can't even say bitch. The media is bullshit, now we can't even say bitch. They accusing Mike
psycho or touching kids in the wrong places. Et effectivement, pendant la promo du Marshall Mathers LP, Eminem était devenu l'ennemi public numéro 1 des organisations de droits des femmes, qui en étaient même allés jusqu'à protester aux abords de salles de concert où il se produisait. Tout au long des années 2000 et 2001, les concerts d'Eminem étaient régulièrement l'objet de manifestations par des groupes de défense de droits des femmes et des gays. L'épisode le plus marquant s'est déroulé à l'ouverture de la 43e édition annuelle des Grammys Awards. Et pour illustrer l'ambivalence chronique de sa musique entre fiction et réalité, Eminem s'est produit sur scène avec Elton John, un artiste ouvertement gay, avant de remporter 3 trophées qui s'ajoutaient aux 2 qu'il avait déjà obtenus pour le Slim Shady LP. Cette performance avec Elton John à laquelle il est fait allusion ici, c'est celle de Stan qui se produira lors de la cérémonie des Grammys 2001. Alors ce live intervient sur un timing très précis parce qu'il fait suite aux nombreuses accusations d'homophobie dont Eminem faisait l'objet. En fait, on lui reprochait son utilisation un petit peu trop fréquente du terme faggot, qui veut dire pédé en anglais. When they raggin', acting like I'm the first rapper to smack a bitch, just say faggot shit. Raggin', acting like I'm the first rapper to smack a bitch, just say faggot. Eminem a remporté 3 Grammys cette année-là, l'un pour la meilleure performance rap avec The Real Slim Shady, un autre pour le meilleur duo rap en compagnie de Dr. Dre avec Forgot About Dre, et le dernier pour le meilleur album rap avec le Marshall Mathers LP. Ces récompenses venaient s'ajouter aux 2 précédents Grammys qu'il avait décrochés en 2000 pour la meilleure performance rap avec My Name Is, et le meilleur album rap avec le Slim Shady LP. Le duo d'Eminem avec Elton John avait été organisé pour contrer les accusations d'homophobie. Mais Eminem ne pouvait pas s'empêcher de faire à nouveau parler de lui peu après la cérémonie lorsqu'il déclarait en répondant à une interview qu'il n'était pas au courant qu'Elton John était gay. Un reporter du journal londonien Daily Express a été témoin d'une scène qui capturait certainement la réalité de cette histoire lors de la cérémonie des Brit Awards, la version britannique des Grammys. Eminem buvait un verre avec des membres de son équipe au bar dans les coulisses sous les yeux de quelques journalistes mis à distance suffisante pour qu'il puisse être tranquille. Puis sorti de nulle part, Elton John est venu le saluer en le prenant dans ses bras avant de lui dire « Viens par ici mon chéri ». Si certains s'interrogeaient sur le fond de ses opinions, ils avaient leur réponse. Eminem, le soi-disant homophobe, n'a ni bronché ni été mis mal à l'aise par Elton John, il a tout simplement souri. Elton John déclarait à un journaliste ce soir-là « Ça me consterne que les gens n'arrivent pas à voir que ce qu'il fait sur scène n'est qu'une représentation artistique. Il joue un rôle devant les caméras en sortant des conventions. Je pense qu'il est aussi incroyable en tant qu'artiste que par la personne qu'il est. L'industrie musicale a besoin de gens qui puissent remettre en cause la morale établie. En tant que créateur d'une musique plus orthodoxe, j'apprécie et j'admire tout particulièrement ses textes. J'ai passé 3 jours aux États-Unis avec lui et je peux vous dire que c'est un garçon très calme, très modeste, gentil et même assez timide. Et The Wa M, c'est aussi un message contre cette culture perpétuelle de l'excuse où les artistes sont en permanence dans la repentance dès qu'ils se retrouvent embarqués dans la moindre polémique. Et The Wa M, c'était aussi une façon pour Eminem d'affirmer sa posture en disant « J'assume tout ce que vous dites de moi, sans rien y retirer ». Alors il y en a qui me diront ouais mais c'était sans doute beaucoup plus facile pour un mec comme Eminem d'assumer sans être blacklisté, ce qui n'est pas inexact, mais c'est un point que j'approfondirai sur le second épisode. Quoi qu'il en soit, The Wa M marque aussi sa volonté de ne pas rétro-pédaler face aux accusations d'homophobie dont il faisait l'objet, notamment lorsqu'au tout début du clip, une voix censée représenter un exécutif de son label lui dit que ses lyrics contre les homosexuels sont juste invendables. Bitches. You're rapping about homosexuals and Vicodin. You're rapping about homosexuals and Vicodin. I can't sell this shit. Either change the record or it's not coming out. Alors pour moi, cette accusation est certainement l'une des plus ridicules qui soit, parce que si on devait intenter un procès en homophobie à Eminem, faudrait également mettre en accusation 95% de toute la scène rap, et ça fait quand même pas mal de monde. Et ensuite, comme Eminem l'a expliqué à très nombreuses reprises, ce terme de pédé dans sa bouche n'a strictement rien d'homophobe, parce que la majeure partie du temps, il ne parle même pas des homosexuels. Le terme pédé, tel qu'on l'emploie même souvent en français, veut surtout dire lâche ou poule mouillée et absolument pas allons nous en prendre aux personnes qui sont homosexuelles. L'étymologie du mot peut prêter à confusion, mais comme je le disais d'ailleurs il y a peu et très justement, les mots ont avant tout le sens qu'on veut bien leur donner. You're not a fan of gay people, I gather. Is that a problem you have? Faggot to me doesn't necessarily mean gay people. Faggot to me just means
it's taking away your manhood. You're a sissy. You're a coward. You know what I'm saying? I mean, just like, you know, you might sit around in your living room and say, "Oh, dude, stop it. You're being a fag, dude." You know what I'm saying? And that doesn't necessarily mean you're being a gay person. It just means you're being a fag, you're being an asshole, whatever. When I started saying faggot on record, I started getting people going, "Do you have something against gay people?" And I thought it was funny because I don't. D'ailleurs, sur The Real Slim Shady, Eminem disait par un trait d'humour assez tendancieux qu'il n'avait strictement rien contre les homosexuels. But if we can hump dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if we can hump dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. Mais plusieurs organisations LGBT monteront au créneau pour dénoncer la célébration d'un album comme le Slim Shady LP, en parlant de recul sociétal ou d'autres inepties de ce genre. Et voilà quels étaient les mots d'un porte-parole d'une de ces organisations. Marshall Mathers LP by Eminem has been one of the most blatantly homophobic albums and lyrics that we have ever seen at GLAAD. I don't got that. Eminem's anti-gay lyrics encourage young men to go out and really enact their emotions through violence towards gays and lesbians. Alors si on devait faire un petit peu d'histoire du hip-hop, cet épisode me rappelle beaucoup la grosse polémique apparue au tout début des années 90 autour d'un rappeur qui s'appelle Sadat X. Alors tous les passionnés de rap le connaissent très certainement, mais pour les autres, Sadat X est un rappeur d'un groupe qui s'appelle Brand Nubian. Et sur leur album de 93, In God We Trust, une grosse controverse est apparue, suivie même d'un appel au boycott, après une ligne qui était pour le coup ouvertement homophobe de la part de Sadat X, sur un son qui s'appelle Punks Jump Up to Get Beat Down, qui est d'ailleurs le tout dernier son de l'album. Aujourd'hui encore, si vous recherchez ce son-là sur YouTube, vous avez plus de chances de tomber sur la version clean que celle qui comportait la fameuse ligne en question et qui disait Et l'absurdité de cet acharnement médiatique contre Eminem atteindra son comble lorsque les manifestations de ses lobbies recevront un nouveau soutien de poids et d'ailleurs assez inattendu. En 2000, tenez-vous bien, peu de temps à peine avant l'installation à la Maison Blanche de George Bush fils, Lynn Cheney, qui était donc la femme de ce qui sera son futur vice-président sous ses 2 mandats, Dick Cheney, sa femme donc Lynn Cheney, prendra la parole au Congrès américain en tant que présidente d'association pour dénoncer la nature des propos sexistes et homophobes d'Eminem dans sa musique. Et voilà ce qu'elle disait. En septembre 2000, le Sénat s'est emparé de la question Eminem lorsque la femme du vice-président s'est exprimée à son sujet. Lynn Cheney, l'ancienne présidente de la Fondation nationale des sciences humaines, disait « Marshall Mathers, c'est sidérant pour moi de voir comment la musique de cet homme si pleine de haine peut être honorée par ses pairs. » La semaine précédente, Eminem avait remporté 3 récompenses aux MTV Awards, en plus des 2 Grammys et le trophée du meilleur clip à la cérémonie MTV l'année d'avant. Lynn Cheney disait « Ce n'est pas le premier, mais Eminem est selon moi l'exemple le plus criant d'un artiste dont les paroles de chansons sont dégradantes pour les femmes et prônent la violence contre elles et les gays. » Pendant ce temps, une coalition improbable composée de religieux, de femmes et d'homosexuels déployait des efforts considérables pour faire boycotter sa musique. Par des coups de téléphone, des courriers postaux ou électroniques à l'adresse de sa maison de disques ou son agence de management, une campagne anti-Eminem avait été mise sur pied. L'association des Grammys avait également été prise à partie après avoir nominé Eminem dans 4 catégories. Des manifestants se rassemblaient aux abords de ses concerts sur les côtes est et ouest des États-Unis et aussi en Europe. He is a violent misogynist. He advocates raping and murdering his mother in one of his songs. He glories in the same song in the idea that he might murder any woman he comes across. Quelques temps plus tard, Eminem répondra assez directement aux attaques répétées de Lynn Cheney et également de Tipper Gore, qui était la femme de l'ex-vice-président de Bill Clinton, Al Gore, sur plusieurs titres du Eminem Show. Et ces répliques auront au moins le mérite d'être très claires. Alors si t'apprécies notre taf et que tu voudrais plus de vidéos comme celle-ci, participe au développement de notre chaîne en contribuant par le montant de ton choix à notre compte Tipeee, dont tu retrouveras le lien dans la description de la vidéo. En attendant, bonne suite de programmes et merci d'avance.
What job did Eminem have before he became a full-time rapper? He was a cook in a restaurant. And apparently Eminem is using his music to settle an old score. This time, the man whose lyrics earlier attacked his mother is now aiming at the wife of the vice president. Paul Boys reports. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband talks. Mais cette campagne de dénigrement menée par des organisations LGBT prendra énormément de plomb dans l'aile, lorsque plusieurs personnalités, et pas des moindres, prendront ouvertement la défense d'Eminem face aux accusations dont il faisait l'objet, parmi elles des femmes et des gays. Tandis que certains percevaient les nominations d'Eminem à la cérémonie des Grammys comme une marque d'assentiment face à sa musique, beaucoup avaient exprimé leur indignation relatant un communiqué de février 2001, publié par l'Organisation nationale pour les femmes. Le texte précisait aussi que des parents, des jeunes femmes, des personnes de tous bords politiques écrivaient à l'organisation afin de leur proposer leurs services. Tant qu'Eminem continuera à générer autant d'argent pour toutes ces personnes, il sera à l'affiche partout. Mais pendant ce même temps, nous aussi on sera là pour dénoncer ceux qui promeuvent et tirent profit de sa musique. Les membres de cette association avaient tout mis en œuvre pour faire parler leur pouvoir de nuisance aux abords du Staples Center de Los Angeles le 21 février 2001. Ce soir-là, Eminem avait remporté 3 Grammys et interprété un titre assez ambitieux, Stan avec Elton John au refrain sur le sample de Dido, Thank You. L'organisation GLAAD indiquait, bien que la liberté d'expression autorise Eminem à dire ce qu'il veut dans ses chansons, il n'en reste pas moins irresponsable pour des groupes comme Universal et Interscope de produire et promouvoir une musique si infamante qui prêche la violence et la haine. C'est même particulièrement inconscient lorsqu'on sait que les principales cibles de cette musique hip-hop sont les jeunes garçons en pleine adolescence, autrement dit le public le plus représenté statistiquement parmi les auteurs de crimes de haine. L'Organisation nationale pour les femmes a sans doute été désabusée par la lettre ouverte de Madonna en soutien à Eminem au journal Los Angeles Times. Depuis quand est-ce qu'un langage cru est une source d'impopularité? Je trouve les propos du président George Bush bien plus choquants. J'aime le côté impertinent et politiquement incorrect d'Eminem, au moins lui a une opinion. Ce n'est qu'un jeune homme qui met des coups de pied dans la fourmilière pour faire sortir les gens de leur gonds et s'interroger sur ce qui se passe dans la société. C'est ce que l'art est censé être. La volte-face d'Elton John entre son statut d'activiste de la cause homosexuelle et son désormais soutien à Eminem a discrédité Lynn Cheney et l'organisation féministe GLAAD. L'action d'Elton John a été positive dans le passé lorsqu'il s'exprimait en faveur de l'égalité pour les gays et condamnait la violence verbale à leur encontre. Et je suis abasourdi et stupéfaite par son choix de se produire sur scène en compagnie d'Eminem, s'indigna Lynn Cheney. Ce parallèle dans le caractère outrageant des propos entre Eminem et George Bush que faisait Madonna est intéressant parce qu'il a souvent été cité. La sortie des albums Marshall Mathers LP et Eminem Show correspondent à l'époque des discours offensifs du président Bush contre Al-Qaïda ou l'Irak de Saddam Hussein dans le cadre de la seconde guerre du Golfe. Par la suite, Eminem dénoncera fermement l'action politique de Bush, particulièrement sur son album Encore, même s'il avait fait plusieurs fois le rapprochement entre leurs éléments de langage. L'un des meilleurs exemples est son couplet sur Love Me, l'un de mes favoris d'Eminem en carrière en featuring avec Obi et 50 sur la BO de 8 Mile. It's knowing any minute I could snap. I'm the equivalent of what would happen if Bush rapped. I'm strapped. It's knowing any minute I could snap. I'm the equivalent of what would happen if Bush rapped. I bully these rappers. Et Dr. Dre lui-même s'en amusera face caméra. What do you think about all the hoopla being made over Eminem performing with Elton John? I love it. It's adding excitement to the show. Myself and Jimmy Iovine went to meet with him and talk to him about this. He was like, man, them. Elton said that? He said, them, the protesters. Elton said that? Yes. Did he? Yes, the protesters. I mean, they really need to think about it. It's just music. Mais la controverse était déjà née, et la majeure partie des médias s'était engouffrée dans un discours anti-Eminem presque calqués les uns sur les autres. Et c'est un point qu'en tant que francophone on peut avoir tendance à sous-estimer puisqu'aux États-Unis le poids de la presse est juste énorme, mais les médias s'étaient empressés d'imputer presque tous les mots du pays à Eminem. Et c'est justement cet acharnement médiatique que vise Eminem dans son premier couplet sur The YM. All of this controversy circles me, and all of this controversy circles me, and it seems like the media immediately points a finger at me. Mais le vrai problème d'Eminem, c'est qu'il était venu heurter la bonne morale de cette Amérique puritaine aux considérations souvent hypocrites. On lui reprochait jusqu'aux plus hautes sphères de l'administration présidentielle de promouvoir une mauvaise vertu, à une époque où le président lui-même avait été pris en flagrant délit de parjure, en mentant avant de reconnaître qu'il avait bel et bien eu des relations sexuelles extra-conjugales à la Maison Blanche.
Cette référence au célèbre scandale Monica Lewinsky, dans lequel s'était retrouvé empêtré le président Clinton en 98, quelques mois à peine avant la sortie du Slim Shady LP, Eminem la ressortira quelques temps plus tard dans son titre I'm Back sur son album Marshall Mathers LP. Just for the record, to make sure I understand what your answer means, so there's no ambiguity about it. There is no. All right, you had no conversations with this young woman, Monica Lewinsky, about her testimony, possible testimony, before in giving a deposition? I did not urge anyone to say anything that was untrue. No improper relationship. Define what you mean by that. Well, I think you know what it means. It means that that there is not a sexual relationship, an improper sexual relationship, or any other kind of improper relationship. You had no sexual relationship with this young woman. There is not a sexual relationship. That is accurate. We are doing our best to cooperate here, but we don't know much yet. As you know, in a deposition in January, I was asked questions about my relationship with Monica Lewinsky. While my answers were legally accurate, I did not volunteer information. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. There must be a mix-up. You want me to fix up lyrics while the president gets his dick sucked? You want me to fix up lyrics while the president gets his dick sucked? Fuck that, take drugs. Mais ce type de polémique n'avait absolument rien de nouveau dans le hip-hop, si ce n'est peut-être par son ampleur. Et avant de revenir avec le Marshall Mathers LP, et au vu de tous les débats qu'il avait suscités, Eminem raconte qu'il avait été plus ou moins mis en condition par Dr. Dre au sujet des réactions que causerait son nouvel album. La controverse ne m'a pas surpris, disait Eminem. Je me doutais que ça allait arriver, je savais pas quelle forme ça prendrait exactement, mais Dre m'a prévenu que je devais m'y attendre. Il disait tu vas passer par là, crois-moi j'ai vécu ça aussi avec NWA. Mais moi j'imaginais pas une seule seconde que ce serait à ce point. Vendre autant d'exemplaires du Marshall Mathers LP c'était quelque chose de nouveau pour moi. C'est pas tant que je considérais que mon succès était immérité, mais je me disais putain c'est pour moi tout ça. C'est l'expérience la plus dingue qu'on puisse connaître dans une vie, et j'avais pas d'autre choix que de m'y faire, mais ça faisait bizarre quand même. Mais paradoxalement, cette mauvaise publicité semblait lui être bénéfique, parce que malgré toutes les campagnes de calomnie lancées par ses associations ou ses médias, les ventes de son album continuaient encore à exploser, à tel point que le Slim Shady LP finira certifié disque de diamant. À croire que c'est ce côté subversif finalement qui dopait les ventes de son album, d'où d'ailleurs sa ligne sur The YM. Just berserk and bizarre shit that works and it sells and it helps in itself to relieve all this tension. And it sells and it helps in itself to relieve all this tension. Et donc de ce point de vue, Eminem avait créé un vrai clivage autour de lui, entre les pour et les contre, parce que les contre étaient vraiment contre. Et ça nous ramène à une période qui est aujourd'hui complètement révolue et que certainement les plus jeunes parmi vous auront du mal à croire. Mais à cette époque, c'était véritablement engagé une campagne de boycott autour de la musique d'Eminem par plusieurs médias. Et donc lorsqu'Eminem dit sur le refrain de The YM Radio won't even play my jam, c'est pas juste pour la rime, c'est véridique. À cette époque, plusieurs médias, chaînes musicales ou stations radio, MTV par exemple, s'étaient mis à refuser de jouer la musique d'Eminem pour prendre fait et cause pour ces associations féministes. The news every day I am. Radio won't even play my jam. Radio won't even play my jam, 'cause I am. Alors je pense qu'aucun artiste, Eminem compris, ne survivrait aujourd'hui à un tel déferlement médiatique par la version instrumentalisée d'un féminisme 2.0. Il y a 20 ans, des controverses comme celle du Slim Shady LP ou du Marshall Mathers LP pouvaient passer entre les lignes. Aujourd'hui, je pense qu'Eminem serait médiatiquement mort, ce qui prouve bien qu'on a changé d'époque et malheureusement pas qu'en bien. À l'époque, Eminem se moquait déjà du rôle de ces médias dans des interviews et également en musique, comme par exemple dans son son Without Me. So the FCC won't let me be or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me, so. À l'époque, Eminem avait toujours tenu une ligne de défense assez simple pour assumer des paroles de chansons comme celle de Guilty Conscience, en disant d'abord que c'était de la musique, donc uniquement une expression artistique comme du cinéma, et absolument pas de la propagande politique, et ensuite que le texte ne visait qu'à mettre des situations qui se produisaient tous les jours sans qu'il soit question de son avis personnel, et ça Eminem l'a expliqué dans un tas d'interviews avec ses propres mots.
Lots of people come up and say, you're the devil, you sing bad lyrics and stuff like that. But do you like answering questions like that? I mean, anybody who says that, I'm like this. But most of the people don't come at me like that. Yeah. Like a lot of people don't get it. They don't get that all I'm doing is taking things that really happen in the world. Yeah. And I'm speaking on them. I'm making jokes about them. I'm poking fun at them. Yeah. Or whether I'm serious about them or not, these things really go on in the world. Yes. So if you listen to my album, it's like, wow, these things really go on. But a lot of people, they don't want to address it. They want to pretend like it doesn't exist. Yeah, and they think you're making it worse by singing about it. And it happens. Yes, exactly. The news is making it worse. Movies, you know what I'm saying? You got movies, you got music, you got news, you got all different aspects of it talking about it. But as soon as you can like guns on TV, you can show guns on TV. Yeah. You know what I'm saying? New York Undercover and different TV shows like that. Yeah. You can show people shooting at each other and this and that, but you can't talk about it. Yeah. Why can you not talk about it on a record? Yeah. You know what I'm saying? That's what I'm saying. Yeah. Néanmoins, malgré les explications d'Eminem, Interscope tenait à éviter le scandale et les campagnes de boycott qui se multipliaient partout dans le pays fin 99. D'ailleurs, voilà comment l'un des dirigeants d'Interscope décrivait les rapports d'Eminem avec les médias à cette époque. Ça peut paraître étrange, mais la couverture médiatique autour d'Eminem n'a pas toujours été celle qu'on connaît. L'ex-directeur de communication chez Interscope, Dennis Deney, disait en 2003 « Aujourd'hui, personne ne le reconnaîtra, mais quand on a lancé la campagne de promo pour le Slim Shady LP, Eminem avait fait très peu de grosses interviews. Alors on avait tenté de lui obtenir des revues de presse de magazines plus cotés ou des passages télé sur des créneaux de grande écoute. Il avait vendu 2 millions d'albums et certains ne voulaient même pas l'inviter dans leur émission. À cette époque, aucun producteur des shows télé les plus populaires était très emballé par cette idée. Je vais pas citer de nom, mais les choses n'étaient pas simples. Le plus dur, c'est que beaucoup d'articles sous-tendaient qu'Eminem n'était qu'un effet de mode et interrogeaient même sa capacité à faire parler de lui au-delà d'un seul album. Évidemment, ces personnes se sont vues prouver le contraire en beauté. Si vous regardez le nombre d'interviews qu'il a donné, on est sur un chiffre plutôt stable à chaque album. À chaque fois, c'est à peu près le même nombre d'entretiens qu'il accorde aux journalistes. En revanche, c'est ce qui s'écrit et se dit autour de ça qui ne cesse de croître. On est passé d'un relatif intérêt des médias à une vraie ferveur à la sortie du Marshall Mathers LP, à l'époque où il était l'ennemi public numéro 1. Aujourd'hui, le débat existe encore où certains se demandent s'il est acceptable ou non d'apprécier la musique d'Eminem. Au début, j'avais même des amis qui m'en voulaient travailler avec lui. La question de promouvoir la musique d'Eminem dans les médias musicaux traditionnels remonte au début de sa carrière nationale. Dans la presse musicale rock, même les articles qui saluaient Eminem déploraient ses textes violents. Beaucoup de journalistes exprimaient leur ignorance totale du sujet. Les organes de presse plus traditionnels comme USA Today le traitaient de façon insistante de rappeur grande gueule, une catégorie à laquelle presque tout le monde de Sir Mix-a-Lot à Public Enemy pouvait prétendre. Et c'est pour ça que sous la pression de cette partie de la société, son label avait tenté d'imposer à Eminem d'arrondir les angles en arrêtant de parler des homosexuels ou de violences faites aux femmes. Et c'est un épisode qui est très peu connu, mais après la sortie du Slim Shady LP, Interscope a un temps sérieusement envisagé de rompre son contrat avec Eminem, par peur des éventuelles répercussions. Je dirais que le moment qui marque le début de l'hystérisation médiatique autour de mon personnage a été la sortie de mon single My Name Is. Dre m'avait dit de m'attendre à un bordel avec le Slim Shady LP, mais je me demandais à quoi ça pourrait ressembler et jusqu'où ça irait. En même temps qu'il me mettait en garde, il m'encourageait à aller encore plus loin, à dire des trucs plus trash et ça le faisait marrer. Dre c'était Monsieur NWA, c'était le roi de la controverse et il adorait franchir les limites. Une fois l'album mixé et finalisé, je suis retourné à Détroit pour prendre un peu de repos et passer du temps avec Kim et ma fille Hailey. C'était à l'époque où les labels A&M et Geffen fusionnaient avec Interscope, et je me souviens avoir reçu un appel des Bass Brothers pour m'avertir qu'il se pourrait que je doive revenir à LA. L'hypothèse d'une rupture de contrat avec moi était sur la table, parce que mon album était l'objet de trop de controverses. J'avais cette conversation dans une cabine téléphonique publique parce qu'à l'époque j'habitais dans un mobil-home. Il y avait certains passages dans My Name Is et Role Model sur le Slim Shady LP que Jimmy Iovine n'avait pas apprécié, et l'album entier créait la polémique. Donc en plein milieu de cette fusion avec Geffen, Interscope se demandait: a-t-on vraiment besoin d'une controverse maintenant? Je me suis pris un billet d'avion, je suis immédiatement reparti. Dre et moi avions cette réunion avec tout le staff. C'est la réunion qu'on a remis en scène dans le clip de The YM, où on me voit prendre place face à tout le monde avant que je m'emporte en jetant tous les contrats. En vrai, la scène n'était pas si théâtrale, mais en gros, je défendais ma cause.
On était assis autour de cette table et je disais à Jimmy Iovine, dis-moi ce que tu veux que je change parce que je vois pas où est le problème. On a mis une étiquette contrôle parental sur le disque, je pensais que c'était suffisant. Mais c'est en se rendant compte qu'aucune de ces justifications ne parvenait à éteindre les polémiques qu'Eminem a décidé de pousser sa connerie jusqu'au bout sur le Marshall Mathers LP. Je me souviens lorsque mon manager Paul Rosenberg m'a dit que MTV avait ajouté My Name Is à sa liste de clips. Le premier que nous avions tourné était celui de Just Don't Give a Fuck. C'était avant que je me teigne les cheveux en blond et ils n'ont pas retenu le clip pour des raisons assez évidentes. On était dans son petit bureau de New York lorsque Paul m'a annoncé qu'ils avaient sélectionné My Name Is et le jour même le clip a été diffusé. Je l'ai vu à la télé pour la première fois dans son bureau. Après on est retourné chez lui, on est une nouvelle fois tombé dessus. C'était un sentiment dur à expliquer mais j'arrivais pas à y croire. Je pense que j'ai compris m'être vraiment fait un nom lorsque le Slim Shady LP est sorti. Les paroles originales de My Name Is sont remontées jusqu'aux oreilles de Kurt Holder et de MTV. C'était le début de toute la controverse homosexuelle et je me disais mais c'était juste à prendre sur le ton de la blague en fait. La pilule était dure à avaler. J'avais l'impression qu'on m'avait collé une étiquette et que je devais sans cesse faire attention à tout ce que je disais. J'en ai eu marre d'avoir sans cesse à m'expliquer, donc sur le Marshall Mathers LP, je suis allé jusqu'au bout de ma bêtise avec cette polémique homophobe. C'était délibéré, une façon de dire allez tous vous faire foutre. Mais même malgré cette histoire, j'arrivais pas à croire que tout ça était réel. C'était dur de réaliser que j'étais célèbre au point où les gens se préoccupaient de ce que je disais et allaient même jusqu'à me prendre au mot. Mais même en dépit de toute cette haine, mes fans étaient de plus en plus nombreux. Je pense que j'ai atteint le sommet de mon succès lorsque le Marshall Mathers LP est sorti. Il s'écoule à 1,7 million d'exemplaires dès la première semaine. Alors si tu te reconnais dans notre passion hip-hop, sache qu'on a développé des collections de t-shirts pour mettre à l'honneur les plus grands classiques de l'histoire du rap. Pour ceux qui connaissent déjà, les collections sont étoffées avec de tout nouveaux modèles dingues, et ceux en rupture de stock ont été réapprovisionnés comme je l'avais promis à tous ceux qui en faisaient la demande. Il y a du Dre, Eminem, Pac ou Mobb Deep qui est l'un de mes préférés d'ailleurs, et tu retrouveras tout ça sur le site outro-official.com dont le lien est dans la description de la vidéo. Alors petite précision à l'attention particulière de nos abonnés, c'est-à-dire les tout premiers à avoir vu cette vidéo, on remet en place le jeu concours ouvert à tous en Union Européenne où tu peux tout bonnement gagner le t-shirt de ton choix. Mais d'abord je tiens quand même à féliciter les 3 gagnants de l'édition précédente où l'extrait diffusé était le suivant. Most of my team, 5% check with the live sim, rolling with guest vest, pedestrian Joe, holding my nuts, fucking $1,000. Alors vous avez été nombreux à reconnaître le titre et l'artiste. C'était effectivement Older Gods sur l'album Forever de Wu-Tang. Et le rappeur en question était bien Raekwon qui reste l'un de mes MC favoris. Bravo à Jean-Christophe Dubourg de Rennes, David Moulembout à Gennevilliers et à Jérémy Rachela de Grenoble. Aujourd'hui je te laisse une nouvelle chance de remporter un cadeau et encore une fois ça va être très simple. Dans un instant un extrait musical sera diffusé. Les 3 premiers à indiquer correctement le titre et le nom de l'artiste diffusé se verront offrir un t-shirt outro. Maintenant écoute bien parce que ça va être court. Politic with passengers from 9/11. The Lord's blessings leave me lyrically inclined. Shit, I ain't even got to try to shine. Cette fois-ci encore c'était simple, donc si t'as reconnu envoie la réponse sans tarder à l'adresse mail qui s'affiche, contact@outro-official.com que tu retrouveras en lien en 2 clics sur le site Outro Official si tu vas aller plus vite. Je regrette que les plus rapides n'aient pas été récompensés la dernière fois mais je répète qu'il faut bien indiquer le bon titre, le nom de l'artiste présent sur l'extrait, non pas du groupe ou de l'artiste principal s'il s'agit d'une collab, et aussi bien nous préciser ta taille de t-shirt. Donc dans tous les cas n'hésite pas à répondre, même avec un peu de décalage, crois-moi t'as toujours une chance et je te répondrai personnellement peu importe le résultat. Pour tous les autres on vous oublie pas puisqu'on vous offre aussi la possibilité de profiter d'une remise exceptionnelle de 30% pour toute commande de t-shirt sur les 3 prochains jours à compter de la mise en ligne de cette vidéo et ça vous sera possible grâce au code promo interlude30. Pour ceux qui auront découvert cette vidéo bien après, pensez à vous abonner à la chaîne pour les jeux concours à venir. En attendant je t'offre une nouvelle chance de reconnaître l'artiste et le titre de la chanson, réécoute bien. Politic with passengers from 9/11. The Lord's blessings leave me lyrically inclined. Shit, I ain't even got to try to shine.
Voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode. À ce stade, je vous ai présenté des éléments assez factuels sur le contexte qui entoure The YM. En tout cas, si vous avez apprécié cette première partie, croyez-moi, vous allez adorer la deuxième, parce que c'est de loin celle que je préfère. Je vous présenterai des anecdotes assez peu connues sur l'histoire de ce titre. Je reviendrai également sur l'impact réel d'Eminem avec cette chanson, en le mettant en perspective avec des grands noms du hip-hop tels que Q, Pun ou Jay. Et surtout, je vous expliquerai pourquoi est-ce que mon avis sur Eminem a grandement évolué depuis. En tout cas, si vous avez apprécié le travail, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, pour plus de contenu comme celui-ci, vous pouvez également nous aider en réalisant un don du montant de votre choix sur notre compte Tipeee, dont vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. En attendant, je vous rappelle qu'on crée pour chacune de nos vidéos des playlists YouTube ou Spotify, des morceaux qui sont diffusés, donc vous pouvez très facilement les retrouver en cliquant sur les liens qui sont présents dans la description de la vidéo. Et sachez également qu'on va aussi faire évoluer notre communication sur les réseaux, et plus particulièrement sur Instagram, où je ferai régulièrement des vidéos pour m'adresser à vous, également pour répondre aux questions qui sont très fréquemment posées. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous rapidement à tous nos réseaux. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.